Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Maître Yanis Souaili. Bonsoir, avocat à la Cour. Bonsoir Amina, bonsoir aux téléspectateurs. Alors avec vous, Maître, on va revenir sur cette affaire, cette propriétaire que vous défendez et qui a écopé d'une peine de 5 000 € d'amende, de 5 mois de prison, de 6 mois de prison, dont 1 ferme et 5 avec sursis, suite à une affaire de location d'habitation insalubre. On en reviendra, on reparlera plus amplement de cette affaire tout à l'heure avec vous. Avec nous également sur le plateau, Thierry Galarme, président du MEDEF à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors en ce moment, le bras de fer continue entre les partenaires sociaux et l'État. On reviendra sur le climat qui règne en ce moment à Mayotte en termes de social. On en parle tout à l'heure, Thierry Galarme. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 20 juin. Le ton est encore monté d'un cran place de la République ce matin et les forces de l'ordre ont été contraintes d'intervenir pour calmer les esprits. Les jours passent mais la situation n'évolue pas aux grandes dames des expulsés, mais également des commerçants du marché qui crient encore leur colère. Explication. Durant le mois de Ramadan, les professionnels de santé se doivent d'être très vigilants. En effet, le jeûne éprouve le corps et les plus fragiles peuvent parfois courir des risques pour leur santé. Nous avons ainsi rencontré les professionnels du CHM et notamment le service des grands brûlés, particulièrement sollicité au cours de ce mois saint. Ce week-end, la direction des affaires culturelles de Mayotte et le musée MUMA ont organisé les journées nationales de l'archéologie. L'occasion de découvrir le passé de l'île aux lagons et les premiers peuplements grâce aux traces ensevelies sous terre. Reportage à la fin de cette édition. Et ce matin, la situation a été très tendue aux abords de la place de la République. Et pour cause, les commerçants du marché réclament encore et toujours le départ des décasés. Souvenez-vous, la semaine passée, ils avaient rencontré le secrétaire général de la préfecture à ce sujet. Mais jusqu'alors, aucune réponse satisfaisante ne leur a été apportée. Alors autant dire que ce matin, entre commerçants et expulsés, la tension était plus que palpable. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Jérôme Comon. L'ambiance était des plus tendues ce matin, place de la République. Les commerçants ont notamment ouvert les portes du marché de force. Il faut dire que la semaine passée, ils ont été reçus en préfecture, mais depuis les choses n'ont pas évolué. wafanya shisheto wako joketi harbu albaraza latu iliyoamba wasidera jiri nyumba basi risubala ishambru iyo babu wanyo washotongo warende watowe ripare rifanya hazatu yede mana tarbala ubandeu babu wari menye leo haziatu mana karsuparara fanya hazi nema zavanu wakati unge lazima pare baraza latu riudze tumon vanu ejo abaki babotara ba waketawo wala kasula ala wala serikali kaishinor saidia watu wasirleme waibo rlemewa wasiri tola wana mwavle za toujours udzwe bali wakilala bali yo de hadisi bali hatule mana loka mbarso jori raudze mwavle za turi udze babo Salam alaikum. Les commerçants réclament le départ immédiat des expulsés et en appellent à tous ceux qui peuvent leur venir en aide. En début d'après-midi, le ton est monté encore d'un cran et les forces de l'ordre ont été contraintes d'intervenir pour calmer les esprits. Des jeunes ont alors menacé de mettre le feu au marché dans la nuit pour se venger des agissements des commerçants. Les jours passent et la situation place de la République ne semble faire que s'envenimer.
Et toujours du côté de la place de la République, cela fait désormais plus d'un mois que la crise des expulsés a débuté. Depuis, la situation n'a que très peu évolué. La préfecture, elle, continue l'étude au cas par cas des individus concernés en vue soit de leur relogement, soit de leur reconduite à la frontière. Là encore, pas de quoi satisfaire les associations qui s'insurgent contre des conditions de vie de plus en plus inhumaines. Un reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Nathanaël Quignon-Fleuret. Les tensions entre commerçants et expulsés ont été très vives ce matin, mais elles ne font pas oublier la situation générale des décasés. Pour cet homme qui veille à la sécurité des personnes place de la République, l'État ne fait rien pour arranger la situation. Alafu sisi ndema security ralalio andu anu ranzinde ntsihu watu mdu vanu ngasi vanu ngari watundao ngamona haina usiku ngarutsungwa mbilo ngadori tola vanu serikali nguri birio yejeriona zendongo za hatu. Halafu jana usiku rambilo akawenye bazarinu ngwajao vanu waje waritoe vanu sezinu riju habo tasirika rumaraha habari saidwa msaada tsaula ngari utoao ezindu ritie hunudani riono andu wabala marton tenai onelewa waja wakovunza unu mlango wari hafadhi vanu ababaha kartujanga rendo ndavi kartujanga ripanya oja ukainde mba sécurité rakanio. Du côté des expulsés, leur ras-le-bol est également réel, car certains attendent depuis des semaines une solution de relogement. Pour ce membre du collectif de soutien aux délogés, les plus de 400 personnes qui vivent sur la place sont littéralement laissées à l'abandon. On attend toujours des soutiens. Il y a deux choses, c'est le confort, ou entre guillemets, améliorer un peu les conditions de vie d'ici, d'une part, et d'autre part, trouver une solution définitive. On espère qu'on trouvera une solution définitive avant la fin du Ramadan et que ces gens-là seront logés. Comme vous le savez, le préfet n'a aucune solution à proposer. Il assiste ici le camp, entre guillemets, en eau, qui vient de la Croix-Rouge, je crois, et eau potable. Les toilettes, qui malheureusement ne sont pas nettoyées régulièrement. Et ça, c'est la préfecture. Et le service médical, le suivi médical, qui n'est pas régulé de la part de l'ARS, contrairement à ce que nous avait dit monsieur le préfet. Pour les délogés, les jours se suivent et se ressemblent. Fatigue, incompréhension, colère, cette femme souhaite qu'une solution soit rapidement trouvée pour elle et ses enfants. wangu kamwe wanawakelejia kanikeli karajua ndongorefanya karahiba karaliza karasukuma kararavatandongo tokohons wanyawe warisiki waritowa karajua likostamba kosentini deralifanya mwezi na 20 nyangunlio shungi. Si la préfecture a décidé de régler le problème au cas par cas, force est de constater que les choses évoluent très lentement. Mohamed Naban continue donc de réclamer des mesures immédiates pour venir en aide aux expulsés. Aujourd'hui, il faut déjà essayer d'aider ces gens-là pour que, vous avez vu dans quelles conditions ils sont, dans quelles conditions sont ces enfants. Ce sont des conditions vraiment indignes. La dignité humaine n'est pas du tout respectée. Bon, on ne va pas répéter que les conventions de l'enfance ne sont pas respectées, etc. Mais déjà améliorer un petit peu les conditions de vie. Et puis nous avons toujours dit depuis le début, nous l'avons écrit, nous l'avons répété au préfet, qu'il faut qu'il y ait un dialogue avec les villages, il faut qu'il y ait un dialogue avec les élus. Nous avons écrit au président de l'association des maires. Nous continuons à croire que seul le dialogue peut régler ce problème-là. Le dialogue semble en effet rompu entre les communautés et les événements de ce matin ne font que confirmer cette dangereuse tendance. L'État va donc devoir trouver des solutions rapides et efficaces pour que chacun y trouve son compte et que la situation ne dégénère pas.
Et vendredi dernier, face aux agissements des coupeurs de route, une opération escargot a été menée par des citoyens. Et dans la foulée, une rencontre s'est tenue en préfecture avec, au sortir de celle-ci, de nombreuses mesures. Mais pour l'ensemble de la population, cela n'était pas suffisant. Pour preuve, dès samedi, des SMS circulaient appelant à des opérations escargot aux quatre coins de l'île, suivies d'une marche citoyenne dès 9h ce matin. Et finalement, il n'en a rien été. Interrogé sur le sujet, l'un des organisateurs de la première opération escargot explique ne pas être à l'origine de ce nouvel appel. On l'écoute au micro d'Abbas Alidi. Alors j'ai entendu comme certains d'entre nous qu'il allait y avoir un mouvement ce matin, mais qui n'était pas de notre initiative. Le premier jour était vraiment une réaction instantanée après ce qui s'est passé. Le fait qu'on a pu rencontrer les élus qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés jusqu'à chez le préfet pour avoir fait part de nos douleurs. Maintenant, la suite, c'est le préfet qu'on attend pour voir si son engagement va être mis en application. Si c'est le cas, ben on aura gagné. Si ce n'est pas le cas, ben dans ce cas-là, on se repréparera pour une éventuelle suite. Alors je me tourne vers Maître Swahili Yanis. Donc on en parlait tout à l'heure de cette affaire sur laquelle vous travaillez. Cette personne, donc on va dire cette logeuse, qui a été condamnée. Alors ça a suscité beaucoup de réactions ici à Mayotte. D'un côté entre ceux qui sont pour ces expulsions et d'autres qui sont contre. Comment vous abordez cette affaire ? Alors c'est vrai que cette affaire a suscité beaucoup de réactions. Mais je pense qu'il faut revenir vraiment à la genèse des faits. Les faits ont commencé au mois de janvier 2016, où ma cliente, propriétaire d'un terrain où elle a fait construire plusieurs bangas, où elle louait à des personnes en situation régulière et irrégulière, je pense que c'est important de signaler, s'est rendu compte qu'une de ses locataires ne payait pas. En l'occurrence, cette personne en est... Voilà. Elle a décidé de changer le cadenas de sa porte, pour l'inciter à payer. Cette personne n'a pas payé et allait porter plainte. Elle a été convoquée au commissariat. Une médiation a été faite par l'intermédiaire du procureur de la République et il a été fixé une somme de 1 500 € que ma cliente aurait dû payer. Cette somme, quand on regarde le dossier, on ne sait pas et correspond à quoi. On ne sait pas comment elle a été fixée, mais à un moment donné, elle a refusé de payer cette somme. Elle a rendu les affaires de sa locataire. Elle lui a payé une somme de 150 € en disant il y a certaines affaires qui étaient abîmées et on en reste là. Et puis, cette dame, l'ancienne locataire, est entendue par les forces de police et elle dit moi, sur les 1 500 € qu'on m'avait promis, on m'a remboursé que 150 €. Ma cliente est reconvoquée. On lui demande mais pourquoi vous n'avez pas payé les 1 500 €? Elle dit mais moi, je ne devais pas 1 500 €. Les policiers vont sur place, se rendent compte qu'il y a encore 14 personnes qui vivent sur les lieux, convoquent les 14 personnes, les entendent et décident de poursuivre. Le procureur décide de poursuivre ma cliente sous la procédure de comparution immédiate. Elle a été jugée vendredi. Il lui était reproché 4 choses. Donc la violation de domicile, qu'on ne conteste pas, un vol. On lui reproche d'avoir volé les affaires de son ancienne locataire. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique qu'est-ce qu'elle a volé. On nous dit c'est bien de voler, mais qu'on me dise qu'est-ce qu'elle a volé. Dans la procédure, on ne sait pas ce qu'elle a volé. On lui reprochait également l'aide au séjour de personnes en situation irrégulière. Ça aussi, on le conteste parce que toutes les personnes qui ont été entendues ont dit, lorsqu'on venait chez cette dame, on n'a jamais précisé quelle était notre situation administrative et elle-même nous l'a jamais demandé. Et on lui reprochait également d'avoir hébergé ces personnes dans des conditions indignes, insalubres. Sur ce volet-là, elle a été relaxée parce qu'on a, à part des photos de l'extérieur des bangas, on n'a aucune photo, rien qui caractérise qu'à l'intérieur, ces gens-là vivent dans des conditions délabrées. Alors c'est vrai, les bangas, c'est pas des maisons en dur, c'est pas le luxe, mais moi, pour avoir vu des bangas, à l'intérieur de bangas, je peux vous dire que parfois, ces habitats-là sont très bien équipés.
Alors là, c'est l'avocat qui parle, mais cette affaire soulève quand même une problématique qui est complètement d'actualité aujourd'hui à Mayotte. Ces personnes qui, on voit ce débat, beaucoup de personnes veulent que des étrangers en situation irrégulière soient expulsés. Et aujourd'hui, on parle de ces personnes qui, de manière contradictoire, les logent, par exemple, en leur proposant des habitations. Donc le débat, il est là aujourd'hui. Alors le débat, il est très compliqué et très sensible. Moi, ce que j'indiquais, ce que j'ai plaidé devant le tribunal et ce que je disais au procureur, aujourd'hui, on reproche aux Mahorais d'héberger ces personnes. Elle a enfreint la loi quand même. Elle enfreint la loi. Mais qui enfreint la loi en premier ? Est-ce que ce n'est pas l'État français qui est responsable de laisser passer toutes ces personnes ? Premièrement, si ces personnes n'arrivaient pas jusqu'à Mayotte, les Mahorais ne les logeraient pas. Ensuite, on vient nous dire qu'il ne faut pas les loger. Mais je vous rappelle que depuis 1 mois et demi, on a à peu près 200 personnes sur la place de la République qui ont été expulsées et on ne trouve pas de solution pour eux. Donc si tous les Mahorais aujourd'hui se lèvent et disent « Très bien, on a pris acte de la décision, qu'on peut être condamné, qu'on peut aller en prison, et bien toutes les personnes qui vivent dans des bangas vont se faire expulser, très bien, mais où est-ce qu'on va les mettre ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, le débat, il est là. Mais est-ce que ces personnes, ces propriétaires ne profitaient pas d'une situation qui aujourd'hui les dépasse quelque part ? Parce qu'ils recevaient quand même des loyers de ces personnes. Oui, ils recevaient des loyers, mais en même temps, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est l'offre de la loi et de la demande. On a des gens qui sont prêts à payer 50 ou 100 euros parce qu'ils ne peuvent pas payer plus. Aujourd'hui, si tout le monde pouvait payer, si on avait une offre de logement normale pour tout le monde, je pense qu'on n'en serait pas là avec Donc cette situation se justifie pour vous Non, la situation ne se justifie pas, mais on est dans un contexte très particulier à Mayotte et je pense qu'avant d'envoyer les gens en prison pour ce genre de fait, il faut faire de la pédagogie en disant voilà, très bien, on condamne, on ne vous envoie pas en prison, on vous avertit. Et les prochains qui feront ça, on sanctionnera. Mais aujourd'hui, dire on envoie en prison une dame pour 1 mois et après, derrière, on fait quoi ? Elle l'a dit, aujourd'hui, vous me dites c'est illégal. Mais toutes les personnes qui logent sur mon terrain, lorsque je vais sortir de prison, est-ce que vous allez m'aider à les faire partir ? On lui a dit non. On lui a même dit, madame, ces gens-là sont chez vous, vous les avez hébergés, ils sont locataires chez vous, vous ne pouvez pas les faire partir. Vous ne pouvez pas les faire partir. Est-ce qu'on peut parler d'une peine exemplaire, selon vous, ici ? Oui, c'est une peine exemplaire et je pense que le parquet a voulu, entre guillemets, donner l'exemple, faire un exemple de cette dame, parce que les faits remontent quand même au mois de janvier. De janvier à juin, je pense qu'on aurait pu essayer de trouver une solution, mais pas du tout. Là, on s'est dit, très bien, vu le contexte, on va sanctionner durement, et comme ça, peut-être que ça fera réfléchir. Mais je pense que la réflexion, elle n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, c'est bien, mais moi, ma cliente, elle est partie pour 1 mois. Lorsqu'elle va ressortir, les gens qui sont encore sur son terrain, si elle décide de les expulser manu militari, on ne va pas lui reprocher ? Est-ce qu'on ne va pas lui reprocher d'avoir détruit ces mangas, d'avoir expulsé ces gens ? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de solution pérenne. Merci beaucoup, Maître Souaidi Yanis. On reviendra sur cette affaire prochainement, je l'imagine. Et tout autre sujet maintenant, après la grève générale qui a fait rage il y a quelques semaines, nombreux étaient ceux à nourrir l'espoir d'un retour au dialogue social. Sauf que depuis l'arrêt du mouvement et le début des réunions de travail menant à l'application du droit commun, ce même dialogue social semble de nouveau au point mort. En atteste la dernière réunion à la DIECT. En effet, aucun représentant syndical n'avait fait le déplacement. Pire encore, si aucun accord n'est trouvé entre les partenaires sociaux et l'État, certains envisageraient même un retour à la grève et au blocage. On écoute à ce titre El Anziza Midou lors de la matinale de Kwezi. Tout naturellement, vous savez très bien que les négociations sont très dures au niveau du ministère des Outre-mer pour quelque chose de très simple. Donner l'égalité républicaine à une population, c'est très simple ça. D'autant plus que cette population-là, c'est infiniment petit comme effort de la nation. Nous sommes des citoyens qui sont conscients des enjeux au niveau local, qu'on a envie de s'en sortir, on a envie de repartir sur un développement harmonieux de Mayotte, sur un développement qui va être maîtrisé. Et quand je dis maîtrisé, c'est qu'il va falloir que l'État prenne ses responsabilités pour permettre à la population de vivre dans des conditions de sécurité optimales. Parce qu'il est déconcertant de vivre dans un département où l'insécurité règne en maître.
Alors Thierry Galarme que je présentais tout à l'heure, donc on vient de l'entendre, on vient d'écouter El Aziz Amidou, secrétaire départemental de l'IDFO. On le voit, c'est encore tendu a priori entre les partenaires sociaux et l'État. Est-ce que c'est votre avis toujours à ce jour, Thierry Galarme? À mon avis, il y a plusieurs niveaux. Premièrement, on a un contexte national où vraiment il y a une rupture totale du dialogue social entre le ministère du Travail, le gouvernement et les syndicats de salariés. On le voit avec les mouvements très durs de la CGT. Et on peut comprendre, cette loi a été votée de force par le 49.3. Il n'y a aucun dialogue social. Et effectivement, que ce soit la CGT, que ce soit FO, Salim Naouda était aux manifestations nationales CGT, on peut comprendre qu'il y a une nervosité qui filtre par capillarité à Mayotte. Alors après, en ce qui concerne le dialogue social à Mayotte, là effectivement vous parlez entre l'État et les partenaires sociaux, parce qu'entre les entreprises et les syndicats de salariés ça se passe très bien. Effectivement il y a une espèce de flou de l'État. Un jour on fait une réunion le 15 avril à Paris où il y a uniquement l'État et les syndicats de salariés. Après on fait une autre réunion le 3 juin où on convoque en plus à Paris. Pourquoi à Paris? On se pose la question. En plus ça coûte une fortune puisque l'État a pris en charge tous les billets d'avion des syndicats de salariés et patronaux, toujours sur le même ordre du jour. Et quelques jours après, et le 14 juin, on convoque une autre réunion sur le même ordre du jour à la DIACT, et on sait qu'on est reconvoqué. Une réunion que vous avez déclinée d'ailleurs. Oui, on a décliné. On ne va pas faire des réunions le 3 juin à Paris et le 14 juin sur le même sujet à Mayotte. Il arrive un moment où il faut comprendre que nous ne sommes pas des fonctionnaires. Nous avons des entreprises à gérer, les syndicats patronaux. Et en plus, on ne va pas à des réunions, sachant qu'il n'y aura pas les syndicats de salariés. Et on apprend aujourd'hui qu'une nouvelle session de réunion est convoquée du 30 juin au 6 juillet. Mais il faudrait peut-être rappeler que depuis 1936, il y a un acquis social qui s'appelle les congés payés. Presque tout le monde sera en congés payés. Comment voulez-vous faire du dialogue social pour les congés payés? Je ne comprends pas bien l'attitude du ministère du Travail à Paris et de la DIACT à Mayotte, dans un contexte où par ailleurs, avec les services de l'État sur d'autres sujets, je vous en parlerai après, nous avons un travail constructif avec monsieur le préfet. Alors on va revenir maintenant sur d'autres aspects de ce dialogue social. On parle également en ce moment de cette grève qui pointe du côté de Sodifram avec un préavis qui a été déposé pour le 27 juin, lundi prochain. Donc. Ce préavis a été déposé par FO. Et je peux vous le présenter, l'accord qui a été signé aujourd'hui même entre la direction de Sodifram et les délégués CGT qui sont majoritaires au sein de l'entreprise Sodifram. Donc voilà, un accord à l'issue des NAO a été signé aujourd'hui. J'imagine pas qu'une grève puisse prospérer dans ces conditions-là, dans un des leaders de la distribution alimentaire, qui plus est, en plein ramadan, à quelques jours de l'Eid. Est-ce que M. El Aziz veut priver les Mahorais de leur foutari? S'il veut faire ça, il faudra qu'il en assume les responsabilités en face de la population. Alors, dernier point, Thierry Galarme, on sait que le MEDEF fête cette année ses 30 ans. L'événement a été également fêté ici à Mayotte. Alors, les 30 ans des MEDEF, ça donne quoi sur l'île au Lagon? Alors, ça a donné beaucoup de choses. Il y a eu la visite de Thibault Langsade qui a duré 2 jours et qui s'est terminée par un cocktail festif. En 2 jours, on a vu à peu près 300 personnes. Ça va des jeunes qui sont créateurs d'entreprises à la couveuse d'entreprise, des grosses entreprises de Mayotte, des acteurs de la formation professionnelle, des membres de notre conseil d'administration, des visites d'entreprises. On a visité des grosses et des petites entreprises. On a rencontré monsieur le préfet, enfin. On a vu que vraiment un dialogue constructif s'engage avec le préfet sur tous les dossiers qui nous intéressent, à savoir la sécurité. Vous devez savoir que le MEDEF est le partenaire officiel de l'État sur le plan sécurité. Le dossier de la zone franche, sur lequel nous continuons à dialoguer avec l'État. Celui des délais de paiement. Pendant le dîner avec les jeunes de la couveuse d'entreprise, on avait une jeune chef d'entreprise qui réalise 40 000 euros de chiffre d'affaires par an. Elle a une créance de 6 000 euros sur le conseil départemental qui ne lui est pas payé depuis 12 mois. C'est une catastrophe. Il y a même des entreprises que je ne citerai pas. Il y en a une qui est connue, qui est en redressement judiciaire à cause de ça. Donc vraiment, et là aussi, nous avons eu une écoute très attentive de monsieur le préfet. On lui a parlé aussi de dossiers de plusieurs millions d'euros qui sont bloqués parce qu'il manque ici un permis de construire, là un agrément. Monsieur le préfet nous a assuré que dans tous les dossiers où il y a des blocages au niveau de services de l'État, il y a une volonté vraiment qu'il se crée un partenariat entre le préfet et le MEDEF pour vraiment faire avancer les dossiers des entreprises. Et effectivement, il est trop tôt pour débriefer. Je vous dis, on a vu
300 personnes en 2 jours, vraiment on a fait le tour. Hein. Et dans les prochains jours, je serai en mesure de vous annoncer un certain nombre de décisions qui ont été actées après validation par mes vice-présidents et mon bureau. Mais vraiment du concret va sortir dans les prochains jours et dans beaucoup de domaines. Merci beaucoup Thierry Galarme pour toutes ces précisions. Une affaire à suivre donc dans les prochaines semaines. Et on continue durant le mois sacré de Ramadan. Les fidèles s'évertuent par le jeûne à réaffirmer leur foi en Allah. Affamer son corps permet certes à chacun de prendre conscience que les besoins humains les plus essentiels sont spirituels. Il n'en reste pas moins que durant cette période, la vigilance reste de mise et ce, à plus d'un titre. Les explications avec Adèle Laurent. Les interdits du ramadan, la pratique du jeûne et l'ascèse morale répondent à des traditions centenaires que respectent des millions de musulmans. Mais il existe des limitations dans la pratique du jeûne et notamment des limitations d'ordre médical. En effet, pour les personnes souffrant de pathologies médicales chroniques déjà existantes, le jeûne peut entraîner des risques pour leur santé, comme nous l'explique Soumani Salamata. Je pense en première partie aux patients diabétiques notamment, ou aux patients qui ont des pathologies nécessitant une prise régulière de traitement avec des posologies allant de 2 à 3 fois par jour. Souvent, c'est des patients qui vont faire le ramadan et qui malheureusement ne vont pas prendre les prises quotidiennes comme cela se doit. Des personnes âgées aussi pour tout ce qui va être déshydratation. Donc ici, avec la température déjà ambiante, c'est sûr que l'hydratation est un élément important. Il faut donc se rappeler que pendant la période du jeûne, c'est aussi bien les aliments que les boissons et malheureusement donc ne pas s'hydrater pendant la journée, pendant toute une journée, même si la rupture est assez tôt, ça peut être délétère pour les patients fragiles et les patients donc forcément qui sont assez âgés. Durant le mois sacré de Ramadan, certaines personnes sont plus exposées aux risques que d'autres. En effet, à chaque année, son lot de brûlures, avec un nombre d'admissions durant cette période qui augmente considérablement. Les brûlures sont plus nombreuses, tout simplement parce qu'il y a plus de monde, plus de festivités, plus de cuisine et plus automatiquement de raisons, on va dire, de relâchement de surveillance, de négligence, on peut le dire aussi. Nous ne pouvons donc que renouveler nos conseils de prévention en matière de brûlure, puisque comme vous le verrez, malheureusement, les cas continuent à se succéder, et ne serait-ce que pour ce week-end, nous avons eu 8 nouveaux cas, et qui sont de nouveau, comme en grande majorité, en grande partie du temps, des enfants entre 1 et 3 ans. Les enfants en première ligne. Pour éviter ces accidents, quelques règles de base sont à suivre, notamment faire attention aux braises et ne pas laisser les sources de chaleur ni les manches de casserole d'eau bouillante et d'huile accessibles aux enfants. Soumani Salamata nous explique quoi faire en cas d'accident. Alors comme toute brûlure, il faut donc déjà arrêter la source donc chaude, essayer de refroidir, et on refroidit comment? Avec de l'eau tout simplement. Donc l'eau du robinet tant qu'à faire, on passe le membre brûlé si c'est le membre bien sûr, en tout cas la zone brûlée sous l'eau, une quinzaine de minutes, ça permet de refroidir et de limiter l'extension en fait de la zone qui brûle en fait, puisqu'effectivement même si on a enlevé l'élément chaud, il y a une zone à l'intérieur qui continue à brûler. Et puis ensuite, selon l'étendue des lésions, selon la localisation des lésions, il faut consulter bien entendu assez rapidement pour qu'on puisse faire des pansements adaptés. 1200 patients traités par an pour brûlure, une incidence de 62 hospitalisations pour 100 000 habitants, dont 75% d'enfants. À Mayotte, les brûlures posent un problème de santé publique, et d'autant plus en cette période de Ramadan où les risques augmentent fortement. Le mot d'ordre reste donc vigilance. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 20 juin. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Les semaines passent et les compagnies aériennes ne cessent de faire la une de l'actualité. Air Austral, avec sa nouvelle ligne directe Mayotte-Paris, semble avoir remué un marché très fermé. La semaine dernière, nous apprenions ainsi que la compagnie EWA s'apprête à créer une nouvelle ligne Mayotte-Tana. De son côté, Corsair n'est pas en reste, puisqu'à partir du 24 janvier 2017, une nouvelle ligne Mayotte-La Réunion sera créée, avec un prix des billets défiant toute concurrence. En effet, l'aller entre Mayotte et l'île Bourbon coûtera 99 €, tandis que le vol aller-retour s'élèvera à 198 € TTC. Une mini-révolution et une manière de répondre à Air Austral, qui a frappé très fort avec son nouveau Boeing 787-800.
Ce petit jeu de la concurrence et de la compétitivité semble donc déjà bénéficier aux voyageurs. De nouvelles lignes sont sur le point d'être créées et cette augmentation du nombre de sièges devrait permettre une baisse du prix des billets. C'est tout du moins l'espoir suscité que la compagnie Corsair vient à nouveau d'alimenter. Par arrêté de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la ministre des Outre-mer en date du 26 mai 2016, Nathalie Costantini, vice-rectrice de Mayotte, est reconduite dans ses fonctions auprès du préfet pour une dernière période de 2 ans, du 7 juillet 2016 au 6 juillet 2018. Voilà ce qu'il est possible de lire au bulletin officiel de l'Éducation nationale. Nathalie Costantini a donc été reconduite dans ses fonctions quelques semaines après avoir été faite chevalier de la Légion d'honneur pour ses 32 ans de service dans la fonction publique. La patronne de l'Éducation nationale à Mayotte reste donc en poste pour 2 années supplémentaires, ce qui devrait permettre une continuité bienvenue. Mayotte possède un nouveau champion de France. Fatih Enli, un jeune Mahorais originaire d'Aqua, a été déclaré le 28 mai dernier champion de France de culturisme dans la catégorie muscle modèle. C'est une fierté pour Mayotte, mais aussi pour le champion qui s'exprime en ces termes. Le bodybuilding est plus que de la musculation, c'est un sport qui demande beaucoup de sacrifices et d'investissements personnels. C'est un art qui se parfait avec des années d'efforts acharnés en salle de sport comme à la cuisine. La nutrition, le sommeil, l'entraînement, la récupération, tous ont un impact et une importance majeure dans le bodybuilding. C'est la concrétisation d'années de travail acharné, de sacrifices et d'investissements personnels. C'est une implication de tous les instants. Un grand bravo au nouveau champion de France et que ce premier titre en appelle d'autres. Et on termine cette édition en parlant culture avec ce week-end qui a été consacré à l'archéologie. La direction des affaires culturelles de Mayotte et le musée MUMA ont en effet proposé la 3e édition des Journées nationales de l'archéologie. Scolaires, familles, passionnés ou simples curieux ont pu découvrir gratuitement le patrimoine archéologique de Mayotte. Un voyage initié à travers des expositions, des ateliers pédagogiques et ludiques ou encore d'une visite guidée du site archéologique d'Aqua. Nous étions sur place hier afin de découvrir un pan d'histoire de l'île au Lagon. Reportage Pierre Bellucci et Jérôme Como. Hier, le site archéologique Ansiraka Bouara, situé à Aqua, a ouvert ses portes au public. Un site pas comme les autres, qui renferme tout un pan de l'histoire du peuplement de l'île au Lagon. Ce site est un site intéressant dans la mesure où il date du XIIe siècle et qui est une époque de grands changements culturels à Mayotte, dans le sens où la population entière de l'île va s'islamiser. Et ce site nous offre une photographie de ce moment, dans le sens où on va retrouver à la fois le rituel musulman qui est nouveau, mais aussi en parallèle, dans les sépultures, des rites étrangers à l'islam. Et par conséquent, ce site est un site de syncrétisme culturel où l'islam coexiste avec des rituels plus anciens qui renvoient certainement au respect de traditions ancestrales. Ce site, comme d'autres, a révélé des sépultures qui permettent de comprendre comment Mayotte s'est peuplée, mais aussi quelles étaient les croyances et les façons de vivre de ses premiers habitants. On a ici la preuve que par exemple les défunts étaient inhumés dans des contenants en bois, ce qui est totalement étranger bien sûr à l'islam, mais qu'on ne retrouve pas non plus en Afrique. Et donc on a ici un apport culturel qui nous rattache au monde malgache, voire austronésien, à l'Asie du Sud-Est. Et on a aussi la présence de parures, de perles, d'objets du quotidien qui, eux, nous rattachent au monde bantou d'Afrique australe. D'où l'hypothèse que ce site nous renseigne sur les débuts du peuplement de Mayotte, à savoir la rencontre entre population austronésienne et population bantou d'Afrique australe, et dont le mélange c'est à l'origine de la civilisation de la culture malgache. Donc voilà, ce site laisse entendre que les Comores ont joué un rôle d'interface, de rencontre, de métissage, et qui est certainement un lieu où s'est élaborée la culture malgache. Ces recherches ont permis de faire de nombreuses découvertes, même si la prochaine étape serait d'explorer d'autres sites pouvant être liés aux Comores, mais aussi à Madagascar. On a trouvé des choses totalement inédites ici, mais ce qui serait intéressant, c'est par exemple d'avoir les équivalents pour les époques anciennes à Madagascar.
on ne connaît pas de site funéraire avant le XIIIe siècle à Madagascar, alors qu'on sait que le peuplement de la Grande Île est très ancien. Même chose pour l'archipel des Comores, où on pourrait montrer justement que l'islamisation s'est faite progressivement, alors que des découvertes récentes de chercheurs tanzaniens ont tendance à imaginer que dès le début du peuplement, la population était islamisée. Donc voilà, on pourrait vérifier ces hypothèses par la fouille d'autres ensembles funéraires, à la fois à Madagascar et aux Comores. Ces journées nationales de l'archéologie ont été riches en découvertes et en enseignements sur l'histoire de Mayotte. Une histoire qui semble avoir encore beaucoup à nous apprendre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible sur notre site l'infocoésie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, vous aurez le face-à-face suivi de l'invité du temps de parole, Elanziz Amidou, qui était ce matin au micro de Patrick Millan. Et à 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif K-Sport. Bonne suite de programme à vous sur KTV.